Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur On en parle, chez vous, chez nous. J'ai l'habitude de le dire, chez nous, chez vous. Alors, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, a le réel plaisir de vous servir ce matin. C'est lundi, c'est la nouvelle semaine, mais on va revenir sur un sujet de la semaine passée. De quoi il s'agit quand on parle de la semaine passée? On parle de ces braquages spectaculaires qui nous a laissé sans voix. Ça a provoqué une onde, ça a provoqué des tollés, des réactions. Tout le monde voulait comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. On pensait que l'interpellation ou l'arrestation de Honorine Porchen allait clôturer le débat. Malheureusement, ça n'a fait que déplacer le débat. Et tout le monde s'est posé des questions sur le respect de normes de droit, sur la procédure d'interpellation, d'arrestation. Et il y a même ceux-là qui pensent que l'État congolais, par ses agents de l'ordre, sont allés trop loin, ou il est allé trop loin. Il y a eu des indignations, il y a eu des réactions. On aimerait bien passer en revue les différentes publications sur les réseaux sociaux, voire sur Facebook, TikTok, Twitter, combien les gens se sont indignés. Mais est-ce qu'ils se sont indignés parce que Honorine Porchen était ou est la principale coupable, présumée coupable de ces braquages spectaculaires sur la place Victoire à la Robank, ou justement parce qu'elle a été interpellée de manière peu recommandable? On va avoir sur ce plateau, et on a d'ailleurs sur ce plateau, Maître Patrick Mwamba. On va essayer de parler de la justice et de la société, dans la mesure où le droit pénal serait peut-être frustré par la méthode employée et par le criminel, et par les agents de l'ordre, et par la population. Entre-temps, vous avez également votre mot à dire. Vous nous appellerez comme d'habitude au plus 243 84 80 45 766, ou comme vous avez le droit de nous envoyer un message. Sentez-vous à l'aise, on va passer en revue la situation qui a eu lieu le jeudi à la Robank Victoire. Mais avant cela, on va prendre cette vidéo, ces reportages de Kyria Media Channel, de la rédaction de Kyria Media Channel, avec la prestigieuse voix de Naomi Kiazi. Et revenant sur ce plateau, je vous laisserai découvrir notre invité que je venais d'ailleurs déjà de citer, Maître Patrick Mwamba, qui va répondre à nos différentes questions. Prenons la vidéo et revenons sur ce plateau. C'est une scène inédite. Un événement comme on n'en voit pas toujours dans la ville de Kinshasa. Les alentours de la Robank Victoire étaient quadrillés par des hommes en uniforme et des véhicules de la police. Tout cet arsenal, entouré d'équinoises et quinois, venus en masse vivre l'événement en temps réel. Sur ces images, des hommes en uniforme prennent d'assaut le bâtiment de la banque, comme dans un film d'action. Très vite, des vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux et ce braquage déjoué devient le centre d'intérêt de tout un peuple. Les forces de l'ordre ainsi mobilisées ne font pas dans la dentelle. Il s'ensuit alors un échange de tirs et les forces loyalistes prennent le dessus sur les malfrats au nombre desquels une présumée instigatrice, Honorine Porchen, une dame vivant en Allemagne, en séjour à Kinshasa. Na banki na Robank Allemagne. Ah, parce qu'on a banque ko tapona nini?
na kota na banque na kota pour nommer na fait ba comprendre sur ma la lobe na madame na da besoin quelque chose c'est ça mbongo et là pour ma bête pour la faire ma bête ba kanisi na lina bon bongo ba soda ou bazobeta masasi na kati yondo yakila bongo na bête mutu tena ba mutu na tuni ba soda oyo recruta ki ozali bango ba soda wa ya initeni na si ba soda mo te papa ba soda o bozala bango na kati bazobeta masasi ya initeni na yepi ba soda te banga madame yondo betinga masasi na bête mutu te masasi ba botolinga mjou mundu ka plastique Ceux qui ont vécu l'événement se sont également exprimés. Ok, bazaki ba criminel ba entouré ba. Baza combien na kati ou ba côté na kati? Ba koti. Ah. Baza 8. Baza 8. OK. L'insécurité dans la ville de Kinshasa a décidément la peau dure. Les braquages font désormais partie du quotidien des Kinois. Les hommes armés opèrent en plein jour sans aucune crainte et parfois à visage découvert. Hormis les banques, les chambres froides ou autres shops, les changeurs de monnaie sont parfois les victimes de ces braqueurs qui le dépouillent et parfois leur prennent la vie. Ah, la grande criminalité dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est devenu monnaie courante. Devrons-nous nous sentir en sécurité chez nous ou dire constamment que nos vies sont désormais entre les mains de ces malfrats? Qui doit nous protéger? La réponse est connue, c'est l'État. Mais comment l'État doit-il procéder pour nous protéger? On sait que l'État a des agents commis d'office. Mais comment ces agents commis d'office doivent se comporter en notre faveur? Il y a la loi qui régit, qui réglemente, qui dit comment les agents de l'ordre peuvent procéder et doivent s'engager pour que vous et moi soyons en sécurité. Il est dit, la police est là pour sécuriser les citoyens et ses biens. Et c'est le principe et la mission même majeure et centrale de l'existence, de la création de la police. On parlerait de sa raison d'être. Voilà. Sentez-vous à l'aise, Bobangate, beaucoup réagir tout au long de l'émission Oyo. Vos indignations, c'est ce que nous, Tolingi Toyoka, vous avez votre voix, vous devez vous exprimer. La criminalité est un monde de bisolelo. Tobanda qui n'a pas mis il y a deux doigts. Et comme il y a une main armée avec mbeli, machette, gilette. Tolongwe na niveau ana bakomi ko bunda bango na bango kulu na endombi e indi et comme so bango bazo bunda liboso ezalaki bokoleka na bino mais après komi soki bango bazo bunda yo ko lekate tu n'as pas ta place pour bango bakangi nzela et longa bakomo bunda bango na bango et komi bakomi ko kata biso maboko bilongi pour bango bazo biloko o eza na biso. Et longwe wana na ba machette, na ba gilette, na ba mbeli, na ba ciseaux et comme siko ya manduki. Banduku. Imaginez otambola na nzela okutana mutati o munduki bo toyoka kango na sango totala ngona ba film toyoka kango na bamboka misusu mais est comme réalité na Kinshasa. On va laisser la place à notre invité qui va apprécier ces reportages avant de recevoir le vrai question du jour. Bonjour Maître Patrick Momba. Bonjour Madame. Vous êtes trop sango, hein? N'habitez pas à nous trop sango. À un moment donné, il faut relaxer. Bon, c'est la philosophie. Hein? La philosophie. Oui, c'est une philosophie, c'est une méthode aussi. Ok. Voilà. C'est la façon d'être aussi en quelque sorte. Vous êtes un habitué de ces plateaux. On n'a pas besoin de décrire votre profil. L'essentiel est connu. Vous êtes juriste. Alors, vous avez suivi ces reportages de Nadia Mabonson. Ce n'était pas Naomi Kiazi. Votre lecture par rapport à ces reportages?
D'abord, je commence par condamner les bavures de la part de nos services de sécurité. Parce que dans une opération policière ou militaire, il faut qu'il y ait de discrétion, il faut qu'il y ait de discipline, il faut qu'il y ait de l'éthique, Votre voix, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait de l'éthique, de la discipline, de l'idéologie militaire ou opérationnelle pour parvenir à maîtriser la situation. Donc vous ne pouvez pas mener des opérations dans les cadres de s'aimer panique au sein de la population ou au sein de la capitale. C'est qu'il y ait une aberration. Alors voilà, je commence par condamner cela avec fermeté. Okay. Alors, les opérations, ça a été mené parce que nous ne sommes pas habitués ici à Kinshasa dans ces genres de crimes. Dans les crimes qui s'opèrent à l'ENI, à la banque, on ne s'est pas habitué. Donc ça c'est mes paniques. C'est nouveau pour nous. C'est nouveau. Ça c'est mes paniques au niveau des services de sécurité. Alors les services devraient s'exprimer d'une manière responsable, idéologique, dans le respect des règles, mais ce qui n'a pas été constaté. Alors il y a eu une opération mixte, mais moi, à mon avis, je sais que l'armée intervient lorsqu'il y a débordement, lorsqu'il y a incapacité de la police. Mais ici, la police n'était pas tellement incapable, mais la police était dans les bavires. On tirait le bal dans tous les sens. Et là, il fallait que l'armée intervienne, là, puisque il faut la que police était dans les l'armée bavures. intervienne dans sa mission régalienne de sécuriser l'intégrité territoriale du pays. En tant que stratège en matière de sécurité, il faut que l'armée intervienne. Dans ce cadre, l'armée intervient avec beaucoup. Et là, c'est un déficit dans la police. Ça démontre que notre police n'est pas disciplinée. Oui, c'est vraiment une faille. Il y a manque de discipline et d'idéologie dans nos services de sécurité. Et ça, c'est une évidence. C'est un travail que l'on doit faire. C'est un travail qu'on doit faire par l'État, le ministère de l'Intérieur. Raison pour laquelle, à chaque fois il faut qu'il y ait de formation, de renforcement des capacités des séminaires au niveau de la police, au niveau des services de sécurité, de manière générale. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez suivi, Nadema Bonson dit, je cite, la criminalité armée est devenue notre quotidien. Tout le jour, on parle du braquage. Le braquage est devenu une réalité. On parle de la grande criminalité aujourd'hui. Et par rapport à cela, qu'est-ce que vous dites? Je crois qu'il y a déficit de la part des services, parce qu'il y a plusieurs services de sécurité. Nous avions les services de renseignement, nous avions les services de migration, nous avions les renseignements militaires, nous avions les renseignements dans la police. Lorsque vous entrez dans un État, on doit vous identifier. On vous identifie, l'État doit savoir, ou les services doivent savoir là où vous allez habiter. Et vous venez faire quoi? Vous avez un séjour de combien de jours? Tout ça, c'est dans la mission des services de sécurité. On doit savoir, vous êtes à l'hôtel, vous avez quitté cet hôtel-là, vous allez aller où? Vous prenez quelle direction? Qu'est-ce que vous venez faire réellement dans ces pays? Alors, chose grave, chez nous, on peut pénétrer comme on veut, on peut prendre toutes sortes de directions sans le contrôle des services. Okay. Et ce qui fragilise la sécurité de notre pays. C'est parce que les services ne sont pas professionnels. Les services ne sont pas ponctuels. Les services ne sont pas responsables à un certain niveau. Et voilà pourquoi on assiste à ce genre de scènes. Une femme de l'Allemagne, avec les armes, avec toute une carte, avec toute une... Elle est entrée, elle s'est installée, personne n'a soupçonné quoi que ce soit. Voilà, dans l'hôtel. Alors que les services de renseignement, chaque matin, ils passent à des hôtels pour identifier le visiteur qui dort dans cet hôtel. Est-ce que d'abord ils rencontrent les visiteurs ou ils s'intéressent juste à ces cahiers d'enregistrement, à ces registres d'hôtel? Mais on doit, l'identité c'est quoi? C'est l'authenticité. On doit voir la personne. La personne vient d'où? Elle fait quoi? On doit surveiller son mouvement. On doit se renseigner. Pourquoi on dit que c'est un service de renseignement? On doit avoir des renseignements sur les gens, les actes que les gens posent. Qu'est-ce que cette personne fait dans la journée? Elle sort, elle revient à quelle heure? Elle vient avec un groupe de gens ou pas? On doit se renseigner sur tout ça.
Au cas contraire, les services vont suspecter la personne pour mettre la main sur elle, pour savoir pourquoi vous sortez le matin, vous revenez à minuit, avec les effets. Vous tirez la substance où? Et au cas contraire, c'est de la ratatouille, rien ne s'organise, on se confie à des carnets, des cahiers, et puis on passe. Tantôt, vous avez parlé de la présence de FARDC, la mobilisation. Vous savez, au départ, quand il y a eu braquage, quand ils sont arrivés, il y avait la police. La police la plus proche, c'était le district de Kalamou qui est intervenu. Après, Gémi est arrivé. Et ensuite, on va voir le FARDC qui vont intervenir. Et la question, la gravité de ces braquages justifiait légalement le moyen des forces qui ont été déployées pour un simple braquage dans un petit coin, pour une simple agence, pas même la banque elle-même, juste une agence de la banque. Donc une boutique de la banque. Je me dis légalement, hein, sur le plan de droit, je ne sais pas, peut-être la procédure prévoit qu'il y ait déploiement de toute cette force-là. On dirait on allait en guerre. Légalement, ça se justifie. Ça peut se justifier en ce que il y a échange de coups de balles dans tous les sens. Ok. Et ça alerte les services. On doit envoyer les experts, les personnes bien formées à la matière. De ce côté, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, les balles allaient dans tous les sens. Et c'est un danger pour la population parce qu'il y a de balles perdues. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les bilans clairs par rapport à tout ce qui s'est passé ces jours. Tantôt, on parle de 12 criminels, on parle de 8, voilà. Et dans tous les cas, on n'a arrêté qu'une seule personne. Et dans d'autres vidéos, on dit non, il y avait un homme gros. Toute cette force pour n'arrêter qu'une seule personne. Voilà. Alors, vous avez suivi les témoignages d'un cambiste qui dit non, lui, il était à l'intérieur. Il a vu 8. Voilà, il a été, on l'a même administré un coup. On l'a chassé de la banque, on lui a dit de sortir. C'est que jusque-là, rien n'atteste que la dame, elle était seule. Parce que ce genre de crimes... Mais les 8 là sont où? Ce sont les crimes organisés. Maintenant, quand la police ou les services de sécurité viennent dans ce genre d'opération, d'abord, on doit pouvoir identifier qui sont agents de la banque, qui sont clients et qui ne le sont pas. D'abord, on doit arrêter tout le monde, on doit suspecter tout le monde qui était à la banque. Et c'est ça qui a été fait. On doit procéder par l'interrogatoire. On doit interroger pour savoir, vous êtes client, vous êtes venu pourquoi. On doit même vérifier, est-ce que ce client a un compte à la banque? Qu'est-ce qu'il était venu faire à la banque? Il était venu accompagner ou il faisait partir de ces groupes de criminels. C'est comme ça que la procédure se passe. Mais vous arrêtez les gens, à la hâte, vous libérez ces gens-là et vous estimez que vous avez fait un travail. Non. Peut-être vous avez libéré les criminels. Ah, oui. Peut-être les criminels ont été libérés. Oui. Parce que les enquêtes, ça ne va pas prendre 1 heure du temps. Il y a des criminels en cravate, en col pastoral même. Il vient, il habille les crimes, il porte la cravate, le col pastoral. Il s'introduit dans la banque comme étant un client, alors qu'il vient pour opérer. Vous voyez tout ça? Oui. Puisqu'on parle de la procédure, à quel moment un mandat d'arrêt dans une affaire comme celle-ci, vraiment, à quel moment le mandat d'arrêt, s'il y en avait vraiment, pouvait limiter l'usage de la force? À quel moment? Bon, ici, d'abord, on ne peut pas parler d'un mandat d'arrêt dans ce genre de circonstances. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler d'une procédure en flagrance. Voilà. Parce que l'infraction était en train d'être consommée. L'infraction était en train d'être consommée et l'intervention des forces de l'ordre était immédiate. Parce qu'il s'agissait des échanges de balles. Les services de l'ordre devraient intervenir. À tout moment. À tout moment. Ouais. Ici, c'est le cas de flagrance. Mais lorsqu'on met la main sur les criminels, on doit déférer directement ces criminels-là au parquet militaire parce qu'elle était porteur d'une arme. Mais bizarrement, de jeudi à aujourd'hui, il n'y a pas toujours un procès. Illégale. Parce que c'est le parquet militaire qui doit commencer à mener des investigations, des enquêtes pour savoir elle était avec qui l'a amené à la banque.
Elle dit qu'elle travaille à la banque, tantôt elle dit qu'elle travaille à la banque, tantôt elle dit elle était venue demander de l'argent. Bon, à la banque, on vient demander de l'argent, à moins qu'on vient solliciter le crédit. Et nous connaissons la politique de crédit dans notre pays. Voilà. Ici, la procédure a été biaisée. Dans notre pays, on s'est habitué à ce genre de scènes, des scénarios judiciaires. À tout moment, ce n'est pas bon, on doit corriger. Le président de la République prône un état de droit. C'est un état où on respecte les règles. On respecte la règle des jeux qui est imposée. Lorsqu'on arrête des criminels à main armée, on doit les déférer directement devant les parquets militaires. Et dans la phase préjuridictionnelle, les parquets militaires vont commencer l'interrogatoire, vont commencer les enquêtes pour savoir la femme, elle était à l'hôtel. Elle était avec qui à l'hôtel? Est-ce qu'ils ont été éparpillés, etc. C'est comme ça qu'on va rétablir les responsabilités. On ne peut pas confier, l'armée a fait son travail, on a mis la main, mais l'armée, ce n'est pas une juridiction, c'est un service de sécurité. Donc il faut faire les parallélismes, il faut faire la différence. Donc on doit toujours respecter les principes des compétences et des attributions. Chaque juridiction a ses responsabilités. L'armée n'a pas une responsabilité d'une juridiction. On ne peut pas commencer à interroger ou auditionner une personne devant un téléphone. Franchement. Et donc à la minute, on arrête un criminel, on commence par lui faire une interview, au lieu de le placer devant un OPJ pour l'entendre sur PV et dresser un procès verbal et voir dans quelle mesure il peut directement être déféré devant son juge naturel. Mais non, on devrait d'abord assister à des interrogatoires en direct. De manière secrète. Digne d'un film. Hein? De manière secrète. On interroge un par un. Non, nous, on avait droit à une interrogation spectaculaire. Vraiment, le braquage était spectaculaire. La procédure était spectaculaire. Voilà, c'était du spectacle qu'on nous a offert. Oh, un très beau spectacle. C'était un spectacle, c'est la population qui crie, c'est les policiers qui tirent en l'air, c'est les militaires qui chantent, etc. Moi, je n'ai pas compris. Il y a l'éthique militaire, il y a l'idéologie militaire. Il y a la doctrine militaire et la discipline militaire qu'on doit pouvoir respecter. L'armée ne peut pas se comporter de la sorte. Donc, pendant les opérations, vous ne pouvez pas vous attarder de filmer. La présumée. Vous vous déconcentrez de l'opération. La personne, soit disant que la présumée criminelle, elle est dans une banque. Elle peut vous voir. Elle peut voir tous les mouvements, mais vous n'avez pas la possibilité de voir tout ce qu'elle effectue comme mouvement. Et là, vous êtes animé par l'émotion, par les sentiments de la population. Vous tirez. Entre-temps, elle jouit encore de sa présomption d'innocence. Voilà, nous sommes dans un état de droit. Le principe de présomption d'innocence est garanti. C'est un principe de droit fondamental. Toute personne arrêtée ou détenue est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie dans un jugement définitif. Jusque-là, elle jouit du principe d'innocence. Votre micro, oui. Merci. Voilà. Donc, elle jouit du principe d'innocence. Donc, toute personne arrêtée, détenue, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie dans un jugement définitif. Mais là, c'est un principe de droit fondamental. Inaliénable même. Voilà. Alors, puisque nous parlons des irrégularités entachées à la procédure par rapport à l'intervention, à l'arrestation, l'interpellation, bon, dites-nous dans quelle mesure ça peut tout changer. Et surtout qu'on parle ici de la violence qui est intervenue lors de l'interpellation de Honorine Porchaine. Et on s'est dit, est-ce que la procédure a perdu son sens? Est-ce que la procédure n'est pas endommagée? Est-ce qu'on vivra encore l'issue de cette affaire? Jusqu'où la procédure est entachée d'irrégularité, bien qu'on connaît que la violence est intervenue, mais jusqu'où on peut s'attendre à un lueur d'espoir avec la démarche Porchaine? Voilà, il y a les entorses au niveau opérationnel. Ok. Mais ça n'exclut pas l'action publique contre tous les auteurs de cette vice de procédure. Ok.
Donc, le militaire, en l'occurrence les militaires, ok. ils seront interpellés parce que la dignité de la fille, elle a été violée. Et là, c'est une violation de la loi. Voilà. Ok. Parce que quand vous lisez même dans notre constitution, dans l'article 16, on nous parle de la personne humaine et de la dignité humaine qui est garantie par la constitution de notre pays. Raison pour laquelle Madame Gisèle Ndaya, la militante des droits de la femme, elle a condamné les actes. Mais elle a été ministre. Cette façon de procéder, de violer la dignité d'une femme. Ce qui n'est pas correct parce qu'on est africain. La nudité, elle est sacrée. Malgré le fait qu'elle soit auteure d'un si grand crime, Madame Gisèle Ndaya se permet quand même de condamner l'acte. Elle condamne du fait qu'on a violé la dignité de la femme. Ah, seulement de la femme. Si c'était la dignité de l'homme, ce ne serait pas un crime pour Madame Gisèle. On la situe dans son combat. Elle est militante de droits de la femme. Non. Elle a été ministre des gens, famille et enfants. Voilà. Donc même l'homme doit être protégé par Madame Gisèle. Il n'y a pas que la femme, son combat. Je comprends que c'est un débat parce que les gens... Non, mais elle a été ministre. Elle ne pouvait pas que prendre parti parce qu'il s'agit de la femme. Si c'était un homme qu'on avait traîné comme ça, est-ce que Madame Gisèle Ndaya aurait la même posture de condamner? Parce qu'il s'agit d'un homme. Elle aura la même posture de condamner. Parce que vous ne suivez pas souvent ces activités. Lorsqu'on a atteint la partie est de notre pays, elle a organisé des manifestations de grande envergure dans ces pays. Elle a mobilisé la jeunesse. Elle a mobilisé la jeunesse à avoir l'essence de patriotisme, de collaborer avec les services, de s'enrôler également dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Ça, c'est Madame Gisèle Ndaya. Okay. J'aimerais pas qu'on sorte de ces contextes parce que j'allais même balayer une question de rue que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il y a même ceux-là qui ont fait de cette vidéo une question vraiment sexiste dans la mesure où il dit si c'était un homme qui était arrêté à la plage de Porchène, on n'aurait pas vu sa nudité être traînée comme ça. On l'a dénudée parce que c'est une femme. Alors, je n'aimerais pas qu'on s'attarde. Parlons des irrégularités. Vous avez parlé. C'est une irrégularité majeure qui entache la procédure. Et à part ça, poursuivez. Voilà, c'est-à-dire quoi? La dignité de la femme, elle a été violée. C'est que la dignité humaine, elle est sacrée. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Chez la femme, oui. Mais la femme a un caractère spécial parce qu'il faut se déporter dans l'histoire de l'humanité. La femme, c'était une personne qui était discriminée. La femme n'avait même pas le droit au vote. Vous comprenez? La femme a milité pour la parité, l'égalité entre l'homme et la femme. Ce qu'on peut donner, offrir à l'homme, c'est ce que l'on peut offrir à la femme. Alors, dans les cas sous examen, les femmes estiment qu'elle a été discriminée. Elle a été traitée comme ça parce que c'était une femme. Ah, donc vous revenez dans le débat. Ouais. Vous comprenez? Elle a été traitée comme ça parce que c'était une femme. Pourquoi? Parce que quand on va voir son corps, les gens vont pouvoir publier, etc. Entre-temps, ça va également porter atteinte à l'image du pays. Voilà, ça va porter atteinte à l'image de la femme, ça va porter atteinte à l'image des institutions de notre pays. Et des institutions de la République. Et de notre armée aussi. Vous comprenez? Raison pour laquelle le personne avérée condamne d'abord les bavures. Même le président de la République a condamné ces bavures-là. Le président de la République, le ministre de la Justice a condamné. Madame Gisèle a condamné également. Parce qu'on doit respecter le droit. Les droits, c'est l'ensemble des règles qui régissent la société. Et ça doit rester ainsi. Édicté par l'autorité compétente. Et dans un autre sens, on te dit que les droits, ce sont les prérogatives qu'on reconnaît à la personne. C'est que même une criminelle, elle a le droit. Parce que jusque-là, elle jouit du principe. De la présomption d'innocence. Rien n'est dit que c'est elle la sorcière. Voilà. Bien qu'elle a avoué par contrainte, mais les parquets militaires... Non, pas par contrainte. Déjà, elle dit qu'elle avait une arme à jouer. Bon, qui dit que c'était une arme à jouer? Qu'est-ce qu'on vient faire avec une arme à jouer dans une banque? Voilà. Vous n'avez pas d'enfant à vos côtés, vous n'avez pas payé. J'aurais cru si elle disait que j'avais payé cette arme ici pour mon enfant. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a juste dit qu'elle avait une arme à jouer. Mais personne n'a vu cette arme à jouer. Voilà. Jusque-là, aucune vidéo ne montre que Honorine Porchène avait une arme à jouer.
jusque-là aussi, rien n'atteste qu'elle était porteur d'une arme de jouet, ni porteur d'une arme de guerre. Vous comprenez? Non, mais alors, on sait qu'elle était porteur d'une arme. Mais voilà. Définir la nature de l'arme, c'est ce que les enquêtes devraient maintenant nous démontrer. Les enquêtes devraient se poursuivre pour savoir, parce que la banque, c'est une institution financière. Exact. La banque a un système de surveillance. Donc il y a des caméras de surveillance qui vont peut-être démontrer les opérations, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle avait comme arme, etc. Et la vérité sera établie. Mais ici, nous avions plusieurs versions de faits par elle-même, par l'armée, par la population. Mais il faut que les parquets militaires fassent un travail de droit pour rétablir les responsabilités. Alors, c'est ça. Comment vous pensez, comment vous jugez cette façon de faire? Parce qu'on risquerait même d'ici là tomber sur les vidéos de surveillance de la banque sur les réseaux sociaux. Depuis un certain temps, tout est sur les réseaux sociaux dans ces pays. Même le moment le plus intime, c'est sur les réseaux. Même les communiqués les plus sensibles du fonctionnement de ces pays sont sur les réseaux. On a parfois les images sensibles du président de la République sur les réseaux sociaux. Toute opération militaire sur les réseaux sociaux. Moindre pépin sur les réseaux sociaux. Comment vous jugez cette façon de faire de nos services de sécurité? D'abord, quand on parle de bavure, c'est-à-dire que ce sont les gens qui passent outre les règles. On ne respecte pas les règles et l'idéologie. Parce qu'un militaire, pendant les opérations, il n'a pas le droit même de détenir les téléphones ni de filmer. Il n'a pas le droit de filmer pendant les opérations militaires. Ni pendant l'arrestation. Carrément, il ne faudrait pas avoir son téléphone. Il n'a pas ce droit-là. Parce que ça déconcentre. Il faut une idéologie, l'éthique militaire, les secrets des opérations. Ça doit être respecté. Alors, ici, là, il s'agit d'une règle qui doit être imposée. Parce que nous avions le code de numérique. C'est un code qui régit tout ce qui est numérique. Mais la problématique dans notre pays, c'est quoi? C'est que les lois souffrent d'exécution. Les lois souffrent d'exécution. Il y a les gens qui font aujourd'hui une mauvaise publicité de certaines personnes par les réseaux sociaux. Il y a les gens qui montent les images des autorités sur les réseaux, ils balancent sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on puisse poursuivre ces gens-là, que ces gens-là soient condamnés à titre d'exemplarité pour que la même faute ou la même bêtise ne se répète jamais. C'est ce qui manque dans notre pays. Ce n'est pas les lois qui manquent, les textes de loi sont là. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Mais est-ce que tu penses que nos forces de l'ordre sont suffisamment formées pour des interventions aussi délicates comme celle de la Robank Victoire? Oui, je crois avec l'avènement du président de la République qui a mis la volonté de faire former l'armée. Là, je le félicite. Mais au niveau de la police, les recrutements se faisaient dans tous les sens. Dans un sens qui n'était pas responsable. Vous savez, madame, dans la police, on ne peut pas recruter les criminels dans la police. Dans la police, on doit recruter que les génies, les jeunes intelligents, les universitaires. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas instruit et lui donner une arme, lui intégrer dans un service de sécurité, non. Vous lui donnez le pouvoir de tout faire. Surtout dans notre pays où les choses ne sont plus contrôlées à la loupe. Voilà, on va rapidement, avant vraiment de partir, puisque nous sommes en train de tendre vers la fin, n'oubliez pas d'intervenir. Nous avons audio Nabino, message Nabino, appel Nabino dans maximum 5 minutes. Alors, on va prendre une vidéo. Azia, on va prendre la réaction de Honorine Porchen, la présumée coupable, la présumée principale responsable de ce braquage de Victoire.
La combien de personnes dans la côte, la bénéfique plastique, la lobby, mon a bougé, mon a qui m'a déboté le babino de soleil, ma commune, il aura pas dit pour qui me choque. Est-ce que vous avez sûr que vous avez mon plastique? Papa va dire, il a du plastique. Le plastique, n'a pas de place, n'a pas consumé place pour la somme qui ont le relaxo. Pas chinois, pas chinois, la somme qui ont mercredi mon temps. Si vous question nous ne savons que vous se retrouvez dans un criminel dans le yango eloko elekela ngai babenga bango bavanda awa batuna bango soki bayinga yango bana otuna soki baza bato na nga bazwa bango batuna bango soki bayebinga donc le malheur ne fait pas donc yo ki osala eloko nani bato esali loka coïncidence ekutani ngai naye na ndenge nanga soki mpe bato bayeki na ndenge na bango toyebani te siko bango bayokoya na bere na bango mpe nga mpe nakoya na bere oza na bana combien Basala âgé. 19 à 17 ans, 13 ans. Basala âgé? Non, non, pas autant. 19 ans, 17 ans, 13 ans, 8 ans. 19 ans à l'université. Si vous avez mis tout le temps, vous avez une vidéo qui nous partage. Réaction à vos amis. Bana poto la automatique. Poto vous voyagez awa. Bana ba yete vous en Afrique. Ba yete na ke Congo ba yete ni non. Mbali boso ya Congo to ya. La dernière fois qui année passée na on va dire que ça c'est une contrainte. Quelqu'un qui est à l'aise de narrer le fait. Avant, elle était traumatisée. Vous voyez la première vidéo du reportage de Nadia Mabanzo. Là, on sentait le frousse. Elle se disait, mon sort. Mais elle s'est retrouvée maintenant dans le bureau d'État. Et le mal est que tout se passe devant la caméra. C'est ce que moi, je ne comprends pas. J'y reviendrai toujours et encore. Mais là, on sent qu'elle dit ce qu'elle est. Maître, une question vraiment technique et de droit. Quels sont les trois avantages, je dirais les trois principes fondamentaux ou les trois garanties de quelqu'un dans son état, dans un état de droit, de quelqu'un comme lui? Si on disait elle a droit à 3 droits, qui peut la protéger? Vous citerez lequel? Non, mais les droits là, on dit que le droit, c'est l'ensemble des règles édictées par l'autorité compétente. Et dans un autre sens, on vous dit que ce sont les prérogatives reconnues à une personne. C'est que telle qu'elle est là, elle est criminelle, mais elle a ses droits aussi en tant que criminelle. Non, on veut juste avoir 3, pas trop. 3 voilà. Juste. Voilà, elle a le droit à la dignité, elle a le droit à la vie aussi. Et elle a le droit à la vie, elle a aussi le droit à la défense. Voilà, le droit à la défense. Oui, il faut vraiment lui donner la défense, puisque voilà, quelqu'un qui plaide coupable comme ça c'est un aveu et on ne peut pas la lui refuser. Voilà. Donc, elle a le droit à la défense parce que le droit à la défense, c'est garanti à tout le monde. Vous voyez. Alors, maintenant, elle est en train d'avouer. Ici, ce n'est pas une contrainte. Elle estime qu'elle est venue seule, opérer, et les autres sont venus dans leur cadre. Et à quel moment elle dit la vérité? Tantôt, elle dit elle avait une arme à jouer. Voilà. Et ici, elle dit elle était venue intervenir seule. Voilà. À quel moment elle dit la vérité? Alors, c'est pour comprendre ses sens criminels. Cette façon de la fourberie que la femme dégage, déjà dans sa façon de parler. Ok. Alors, ici, si la justice ne fait pas attention, la dame va embrayer le magistrat. Elle va embrayer la situation. Parce qu'elle est criminelle. Ici, c'est une criminelle de long chemin. Par rapport à sa manière de dire les choses, elle dit, moi je suis venu opérer de ma manière. Elle n'a pas froid aux yeux. Voilà, je suis venu opérer de ma manière. Les autres là aussi sont venus de leur manière. Sûrement, les criminels ne se sont jamais acceptés devant la barre. Ils ne se sont jamais dit que non, ngai na ebiyé. Et vous croyez qu'elle était seule? Je ne crois pas qu'elle était seule, parce que ce genre d'infraction, c'est qu'il y a d'abord les transports. Ils ont utilisé quelle voie? Les transports. Donc, peut-être le véhicule. Et quand elle amène le véhicule, il y a le consigne. Voilà, lorsqu'on sort, il y a une direction qu'on va prendre. On ne va pas rentrer à l'hôtel, on va faire une autre direction. Vous voyez? C'est un crime organisé.
Un crime organisé. Voilà, c'est un crime organisé. Ils ont déjà organisé, prémédité les choses. Tu nous transportes vers la banque. On pique l'argent, on revient. Tu ne prends pas la même direction de l'hôtel, tu vas changer de direction, on va peut-être aller en ville. Mais attendez, il y a leur véhicule. Ce qui m'a surpris, lors de l'intervention, le militaire a commencé par trouver le pneu du véhicule. Et je me demande, est-ce que ça faisait partie de la mission, détruire le pneu du véhicule? Oui, c'est parmi des stratégies. Pourquoi? Parce que là, les militaires sont en train de suspecter un véhicule qui a transporté le criminel. Alors, laisser les véhicules dans un état normal, ça peut disparaître à tout moment, alors qu'ils en ont besoin. Empêcher ces véhicules-là à disparaître. Donc, peut-être il faut utiliser cette technicité-là de pouvoir trouver le pneu pour... Parce qu'on doit identifier aussi les véhicules. Les véhicules appartenaient à qui? Est-ce que c'était le propriétaire du véhicule qui était là comme conducteur ou c'était son chauffeur? Ok. On peut identifier. Ou c'était un véhicule volé. Ou soit c'était un véhicule volé aussi. Alors si c'est volé, peut-être on a tué le propriétaire, etc. C'est ça, dans les enquêtes, le travail se passe aussi comme ça, de manière assez responsable. Alors ici, elle reconnaît son forfait. Elle reconnaît qu'elle est allée opérer dans une banque, mais elle n'était pas avec ses complices-là. Elle estime qu'elle n'était pas avec ses complices. Donc, oui. Donc ça, c'est une personne qui a été dans ce genre de crime il y a longtemps. Ok. Il y a très longtemps. C'est une expérimentée. C'est une criminelle de long chemin. Et c'est une Lombroso. Ah. Voilà. Et les criminels nés. Parce qu'une femme africaine qui a ce sens de responsabilité, d'engagement de pouvoir porter une arme de guerre, aller dans la journée pour aller opérer dans une banque. Et dire qu'elle était seule. Dire qu'elle était seule. Qui pourrait croire qu'une femme pourrait sortir seule de chez elle, aller braquer une banque et dire qu'elle était seule? C'est inexplicable ça. On ne sait pas expliquer. Peut-être qu'elle a fait à bout du film hollywoodien. Donc d'abord, avoir ce courage-là, avoir ce courage d'aller opérer dans une banque dans la journée avec une arme. Là, vous devrez être criminel de long chemin. Vous devrez être expérimenté dans ce genre de crimes. Entre-temps, c'était un sujet allemand. On s'est dit, soit on aura un casier judiciaire de son pays adoptif, soit on aura affaire à un pays qui va réclamer son citoyen. Non, mais les Congolaises d'origine. Congolaises d'origine, mais... Elle parle nos langues. Non, mais sur le plan de droit, vous savez comment ça se passe. Oui, mais elle n'est pas allemande, je ne sais pas moi, d'origine. C'est une Congolaise, elle est revenue dans son pays d'origine, elle est venue voler dans son pays d'origine. Oh. Ouais. Là-bas, la nationalité, tout comme on peut la retirer, cette nationalité-là. Mais jusque-là, l'Allemagne ne lui a pas retiré sa nationalité. Elle est encore de nationalité allemande. Et jusque-là aussi, rien n'atteste que... Et là, cette nationalité-là. Et si l'Allemande venait réclamer son citoyen? Non, ça c'est un cas exceptionnel. Mais on en a l'habitude. La Belgique a réclamé de condamner même. La France plusieurs fois. Les États-Unis, vous savez comment ça marche. En RDC, on sait, je ne veux pas vous rappeler l'affaire Minembwe, l'affaire Goma, l'affaire Ituri. Vous savez combien ont été rapatriés, vous le savez. Oui, mais ça c'est dans le droit pénal international. Lorsqu'on est devant ce genre de faits, surtout s'ils sont étrangers d'origine, ils sont accompagnés chez eux ou rapatriés. Ils sont congolais, il y a des Congolais qui sont partis. Rapatriés chez eux avec un dossier judiciaire derrière eux. Si ce qu'ils ont commis sur le territoire congolais constitue une infraction dans leur pays, ils seront poursuivis. Voilà, alors on va prendre rapidement une vidéo d'une intervention extérieure et vous allez suivre, vous commenterez, mais pas trop long, hein, puisque nous sommes vraiment en train de chuter. Il ne faudrait pas que nous soyons sanctionnés par le directeur de programme. Il est là, il est en train de guetter le plateau. Monsieur Jacques Dicou, il ne faudrait pas que je sois interpellé juste après ce plateau. Azar, rapidement et on passera. Alors, l'affaire du braquage à la Robanque Victoire a révélé une double tragédie. Premièrement, celle d'un crime organisé d'une rare audace
Deuxièmement, celle d'une riposte policière empreinte d'une absence de professionnalisme, de confusion, de violence et surtout d'illégalité manifeste. Mais ces comportements-là, tous ces actes-là, ne laissent pas insensible le droit pénal. Ces comportements frisent le droit pénal. Alors, nous allons essayer d'analyser les qualifications qui correspondent à ces comportements. L'analyse sera faite de deux paliers, plutôt par deux paliers. Premièrement, nous allons analyser le premier bloc, c'est-à-dire les imputations, sinon les infractions imputables aux civils, donc les braqueurs. Et là, alors, pour les braqueurs, sur le plan du droit pénal, ils tombent dans des infractions suivantes. Premièrement, le vol à main armée. Le fait pour eux de vouloir voler, mais tout en utilisant des menaces, des violences à l'aide d'une arme à feu, c'est ça le vol à main armée, réprimé par l'article 81 du Code pénal. Et deuxièmement, l'association des malfaiteurs, le fait qu'ils aient une bande organisée pour orchestrer ces forfaits. Troisièmement, si vous avez suivi la vidéo, il y a lors des échanges de tirs, il y a un civil qui a été touché, blessé à la tête. C'est qui serait sans doute l'infraction de coups et blessures volontaires. Et enfin, il y a le port illégal d'armes. C'est-à-dire, sur nous en droit congolais, pour un civil, il est interdit d'user ou d'avoir une arme, sauf si celui-ci a obtenu l'autorisation préalable, c'est-à-dire l'autorisation du port d'armes auprès de l'autorité compétente. Et je ne vais même pas parler de la violation des domiciles, le fait qu'ils puissent s'incruster sans autorisation préalable, parce que là, c'est une banque. S'agissant des agents de l'ordre, une question de concours, deux infractions. Violation de domicile, vol à main armée, port illégal d'armes à feu, dommages collatéraux, il y a blessures, coups et blessures volontaires à situation aggravante. Il y a tellement, entre-temps, il y a violation de droits humains, désacralité de la vie humaine, il y a eu viol, s'il faut le dire ainsi, parce que quand vous déshabillez une femme de sa volonté, c'est vraiment une infraction. Il y a eu concours deux infractions selon maître Anthony Ivan Hernandez. Il est juriste également, et ça c'est sa lecture de ce qui a eu lieu à Kinshasa, à la Robank Victoire. Il parle d'un concours, deux infractions. Et face à ces concours d'infractions, maître, qu'est-ce que vous dites? Ici, il faut signaler que, et d'abord, ça c'est une lecture d'un juriste par rapport aux faits, par rapport aussi de la manière dont le fait s'est déroulé. Mais les responsabilités seront établies par les juges. Vous comprenez. Alors, parce qu'il faut parler de port illégal de l'arme. Voilà, le port illégal. Il y a l'association de malfaiteurs également. Également, il y a une question de manque de professionnalisme de nos services. Il y a coups et blessures, comme le juriste l'a estimé aussi. Ça, c'est une version de fait. Mais les juges doivent établir des responsabilités au travers des enquêtes qui seront menées par le parquet militaire. Alors, voilà. Vous comprenez. Alors ici, bien sûr, c'est l'association de malfaiteurs. Pourquoi? Parce que la femme, elle est venue d'abord avec quelqu'un, un groupe de gens, elle est venue avec un chauffeur, le chauffeur qui a été bien codé déjà par rapport à ce qui va se passer. Donc c'est une association. Il y avait les gens qui ont pénétré les installations de la banque avant qu'elle arrive. Donc elle est auteure principale. Elle est vraiment actrice. Elle maîtrise bien la situation.
de la banque. Alors, on va rapidement prendre une autre relation. Ça nous vient de Maître Enoch Kionvu. On va le prendre et on va sortir de ces plateaux. Voilà. Salutations à tout le monde. Je m'appelle Maître Kionvu Zolandonga Enoch. Je suis un juriste de formation et je pense que les autres détails sur ma personne vous seront donnés par la présentatrice. Je ne vais pas m'y attarder parce que j'ai été appelé à intervenir, mais que sur des questions juridiques. Et je vais parler du droit pénal parce que cet événement a particulièrement touché les droits pénals malgré que l'opinion publique semble détourner cela. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres juristes qui tentent de soutenir Mme Honorine Porche, mais moi je ne vais pas aller vraiment dans les cadres moraux. Je vais m'arrêter dans les cadres juridiques et je vais parler d'une notion très importante en droit pénal qui est la tentative punissable. Parce qu'il y a un des éléments qui revient assez fréquemment, c'est le fait de dire que Mme Honorine n'a pas braqué la Robank sous prétexte que l'arme qu'elle a utilisée était factice. C'est alors un faux débat sur le plan juridique. Et les juristes qui abondent dans ce sens vraiment sont dans l'égarement. En droit, il y a ce qu'on appelle la tentative punissable. Et tout juriste qui attend ça comprend où est-ce que nous sommes et où est-ce que je vais en venir. Partons du fait que Mme Honorine avait une arme factice. Est-ce que cela enlève pour autant l'infraction des braquages? À main armée. Allons-y point par point. Commençons par définir en droit pénal congolais qu'est-ce qu'on attend par la tentative punissable. En fait, en droit congolais, la tentative punissable désigne la situation dans laquelle une personne commence l'exécution d'une infraction, mais celle-ci ne se réalise pas totalement, soit parce qu'elle a été interrompue, soit parce qu'elle a échoué. Maintenant, dans les témoignages qui circulent un peu partout sur l'événement de Mme Honorine Porche, elle a elle-même avoué que elle était en panne d'argent et qu'elle voulait braquer la banque, voilà, qu'elle a utilisé une fausse arme. Voilà. Le fondement légal, c'est le Code pénal congolais, livre 1, article 4, qui dit ce qui suit. La tentative d'un délit n'est punissable que dans les cas déterminés par la loi. Et quels sont ces cas? Allons-y. Il y a 3 conditions qui doivent être réunies préalablement pour que l'on parle de la tentative punissable. A. L'intention criminelle. L'intention criminelle. Avait-elle l'intention criminelle? Oui, Mme Honorine avait l'intention de braquer. Nous le savons. B. Les commencements de l'exécution. Avait-elle commencé à exécuter? Oui, elle est entrée dans la banque. On l'a vu sur les images de la vidéosurveillance avec son arme entre guillemets factice. C'est l'absence des résultats pour les causes indépendantes de la volonté de l'auteur. Là encore, Mme Honorine tombe en plein dedans. Poursuivons. Il y a ce que nous ne devons pas oublier tant que juristes, la loi est fait qu'elle est. Et quelle est la sanction pour la tentative punissable? Les codes pénals répondent brillamment à cette question et prévoient ce qui suit. La tentative, elle est punissable comme une infraction consommée. Ainsi, les débats juridiques par rapport à la condamnation ou non, juridiquement parlant et pénalement, de Mme Honorine est close. Cette discussion, elle est close. Elle est coupable. Et je m'arrête par là. Pour les autres considérations morales, je les laisse aux pasteurs, je les laisse aux imams, aux gens de bonne foi, mais la loi n'a pas de couleur. La loi, elle est nue, comme l'a été Mme Honorine. Et désolé pour la pudeur. Et excellente journée à tout le monde. Maître Enoch Kionvu Zolandonga dit, pour les questions de morale, il laisse ces questions de morale aux pasteurs, aux imams,
pour lui, et aux sœurs religieuses, pour lui, il s'agit d'une tentative punissable. Qu'elle, Madame Honorine Porcher, soit porteur d'une arme fastique, j'ai oublié comment il a appelé ça, une fausse arme, une arme en plastique, ça ne justifie pas le fait qu'elle soit principale, coupable ou responsable du braquage. Donc l'infraction a été consommée du simple fait que l'intention était là et l'acte a été commis. Elle a quitté chez elle pour la banque, elle a bien dit. Alors, que l'opération aboutisse ou pas, dès lors qu'elle a posé les actes, l'infraction a été consommée. Maître. Oui, je vous ai dit qu'on était dans une matière de flagrance. C'est que l'infraction était en train d'être consommée. Ici, lorsqu'on parle des tentatives d'une infraction, c'est puni de la même peine que cette infraction-là. Parce qu'ici, il faut qu'on parle de vol qualifié. Vol qualifié, c'est un vol qui s'est commis avec des violences et des menaces. Et des circonstances aggravantes par rapport aux menaces. Parce que lorsque vous portez une arme, vous menacez une personne, si vous ne donnez pas l'argent, je vais tirer sur vous. Si cette personne-là résiste, vous allez effectivement tirer sur cette personne-là, ça va entraîner la peur, tout le monde va fuir et vous allez voler l'argent. Vous voyez. Alors, la loi punit l'intention. L'animus lecendi. L'intention qu'avait Madame Honorine la dame. C'était l'intention de nuire à la banque. C'était l'intention de voler. C'est ce que la loi punit. Ici, nous ne sommes pas pasteurs, au fait. Même la Bible sanctionne aussi les vols. Et surtout, les vols qualifiés. Les vols à main armée. C'est un vol qualifié. C'est un vol avec des circonstances aggravantes. Ce n'est pas un vol simple. Alors, ici, la loi va sanctionner la personne, mais il faut que les responsabilités soient établies par les enquêtes. Que les juges ou les magistrats du parquet puissent mener les enquêtes dans toute discrétion et responsabilité pour rétablir les responsabilités de ces groupes de criminels. Voilà. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, c'est toujours pour nous un grand plaisir de vous servir, de vous présenter les enjeux de notre quotidien, et c'est tout le lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Vous savez, nous avons tellement abusé de temps, et là, Azer se fâche parce qu'on a consommé 5 minutes de plus. Maître, votre dernier mot par rapport à la fragilité de l'état de droit ou non? Parce que là, il y en a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'état de droit est fragile, et ceux qui parlent de la consolidation de l'état de droit. Bon, ici, il est de signaler que même dans les États où on respecte l'état de droit, les bavures ne manquent pas. Les bavures ne manquent pas. Dans tous les États, il y a toujours des bavures. Je vous rappelle le cas de George Floyd, qui a été assassiné par le policier. D'ailleurs, c'était la PCR. Vous voyez, donc ça ne manque pas. Mais il faut réprimer ces comportements qui est antisocial, qui est prohibé par la loi. Parce que dans la démocratie, on gère avec la répression. Il faut réprimer. Donc le pouvoir répressif doit faire son travail, de réprimer tous ces comportements manifestés pendant les opérations et après les opérations. Et sanctionner à titre d'exemplarité cette femme criminelle et toute sa bande. Voilà. Merci beaucoup, Maître Patrick Mwamba. Merci à Maître Ivan Anthony Ivan Hernandez. Merci à Maître Enoch Kianvu Zolandonga pour votre participation. J'ai compris la particularité de chacun de juristes que vous êtes, vous trois. Chacun de vous a pris un angle très important. Il y a Maître Ivan Anthony Hernandez qui a parlé du concours des infractions, Maître Enoch Zolandonga qui a parlé de la tentative punissable, et vous qui avez abordé la question de respect de procédure et de la législation
l'égalité. Je suis très contente de vous avoir eu, vous trois, sur ce plateau, bien que les deux autres ont participé à distance. Vous avez été sur place, sur le plateau. Je remercie également le public d'avoir accepté de suivre cette émission. Je remercie la production, je remercie le programme, sans oublier les amis qui nous ont accompagnés sur ce plateau. Il y a un nouveau que je n'ai pas encore son prénom. Salut à toi et merci d'être là. Merci à Yohan, merci à Michael Ndangui, merci à Thérésia la Fouilleuse, elle est de retour parmi nous. Merci à Nadia Mabonso, son reportage a été riche et nous a servi tout au long de cette émission. À nous revoir le mercredi avec le même plaisir.